Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale à l'occasion de la semaine mondiale du glaucome. Je me présente, je m'appelle Benjamin Bardel, je suis journaliste à Bordeaux et j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant presque 2 ans les pauses café pour l'UNADEF, la semaine mondiale du glaucome. On vous dit tout avec des professionnels, des spécialistes qui vont nous en parler. Le glaucome est la deuxième cause de cécité absolue et deuxième cause de cécité en France. Il n'y a pas de signe avant-coureur de cette dégénérescence du nerf optique. La maladie est très souvent sous-diagnostiquée. On estime que 1 million de personnes sont touchées et la moitié ne le sait pas. On va en parler avec nos invités. Vous allez découvrir également des reportages, des portraits dans cette émission consacrée à cette semaine mondiale du glaucome. C'est en ce moment, on en parle aujourd'hui avec le professeur Florent Abtel, ophtalmologiste et spécialiste du glaucome à Perpignan, le professeur Philippe Denis, chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et président de la Société française du glaucome. Le docteur Amina Rezkala va aussi nous en parler, chef de clinique, assistante ophtalmologique à l'hôpital de la Croix-Rousse, spécialiste du glaucome également. Madame Sophie Chapuis sera aussi avec nous, présidente directrice générale de e-ophtalmo, biologiste de formation. On va tout comprendre sur cette entreprise, et Madame Magali Gréa, la directrice générale de l'UNADEV. Merci à tous d'être avec nous en direct pour cette émission spéciale autour de cette cause, autour de ce sujet très important. Première partie, on est allé vous voir, vous, le grand public dans la rue, parce qu'aujourd'hui, le facteur de risque du glaucome est le dépistage précoce. Où en sommes-nous? Est-ce que vous êtes allé en parler avec un ophtalmologiste? Est-ce que vous connaissez le glaucome? Question qu'on est allé poser dans la rue. Regardez. Logo de l'UNADEV. Micro-trottoir de l'UNADEV. Allez-vous régulièrement chez l'ophtalmologiste? Tous les 2 ans environ. Oui, tout à fait. Oui. J'y vais tous les ans maintenant. Tous les ans et demi, voilà. Non, mais je devrais. J'essaye, mais en ce moment sur Doctolib c'est bloqué. Ça m'arrive quelques fois pour refaire mes lunettes, etc. Vu que ma vue a tendance à évoluer à cause des écrans, etc. Oui, de temps en temps. Tous les ans. Tous les 2 ans. Non. Oui, très régulièrement. Pourquoi allez-vous ou non chez l'ophtalmologiste? Pourquoi? Eh bien, comme ça. Parce que j'ai des problèmes de vue. Puisque j'ai des problèmes aux yeux. Je louche encore un peu et j'ai du strabisme, je crois. Original, je suis myope d'un œil et hypermétrope de l'autre. D'accord. Plus un peu de presbytie maintenant avec l'âge. Quand je vois que mes lunettes soit me font un peu mal à la tête ou ce genre de choses. Parce que vu mon âge, j'ai 84 ans. Parce que, pour être franc, à 2 ans, c'est la période au bout de laquelle on est remboursé de changement de lunettes. C'est un suivi médical. Je vais au moins 2 fois par an chez l'ophtalmo pour contrôler la vue, l'acuité aussi, voilà, tout ça. Parce que je sais déjà que je suis astigmate, que je mets pas mes lunettes. Du coup, je sais déjà ce qu'il va me dire. Connaissez-vous le glaucome? Non. Pas du tout. Oui, bien sûr, oui. Je crois que c'est quelque chose qui, avec l'âge, se forme derrière la rétine et qui obscurcit je ne sais quoi, et qui fait qu'on y voit moins bien et que même on peut perdre la vision. Vaguement, je sais que c'est une infection à l'œil, mais exactement, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire beaucoup plus. Alors, le glaucome, je crois que oui. Je crois que c'est comme une boule sur l'œil, un peu comme un nerf gelé. Non, ça n'arrive pas au bébé. Ça me dit quelque chose. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est. Oui, j'en ai entendu parler. C'est pour ça que je me fais surveiller d'ailleurs. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous connaissez de la maladie? Non, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'il faut se faire examiner tous les ans, surtout quand on est âgé, pour prévenir, parce que ça se soigne
si on s'y prend à temps. Oui, enfin, de ce que je sais, c'est ce que j'ai vu au magazine de la santé sur France 5. Hein, donc je pense que c'est une trop grande pression dans une partie de l'œil et on met des gouttes ad vitam aeternam pour gérer. Voilà, exactement. Oui, je sais parce que j'ai ma sœur qui l'a et ça commence à être vraiment handicapant. Enfin, je sais que c'est quelque chose dans l'œil, mais je sais pas exactement. Il y en a beaucoup, je crois. J'en entends beaucoup parler de ça. Et ça vient à la suite de quoi, ça? Logo de l'UNADEV. Voilà, on le voit dans ce micro-trottoir très intéressant. On va faire réagir le professeur Abtel qui va pouvoir ouvrir son micro. On va vous donner la parole. Merci d'être avec nous, professeur. Ce micro-trottoir est très intéressant parce qu'on sent que les gens connaissent un peu de nom, mélangent parfois des problèmes de vue avec d'autres, connaissent pas du tout, sont un peu perdus, sauf si cette maladie les touche directement ou indirectement. On est bien d'accord, professeur, que plus tôt la maladie sera mise en évidence, comme cette semaine, plus nous pouvons augmenter les chances d'éviter son évolution vers la cécité. On est bien d'accord, hein? Oui, bonjour à tous. Merci déjà à l'équipe de l'UNADEV pour votre invitation. Alors effectivement, si on peut mettre les diapos, comme vous l'avez dit, alors le glaucome est une maladie très fréquente. Ouais. Alors on estime mondialement que 1% à 1,5% des plus de 40 ans ont un glaucome. Et donc vous voyez le nombre de glaucomateux dans le monde, 70 à 90 millions, donc 3 à 5 millions qui ont perdu la vue. Et c'est la seconde cause de cécité dans le monde après la DMLA dans les pays développés. Alors en France, comme vous l'avez dit, c'est 1 million, un petit peu plus d'1 million. Et on estime effectivement qu'un tiers des glaucomateux ne sont pas diagnostiqués, donc ont un glaucome qui évolue sans traitement, ce qui montre d'emblée que le dépistage n'est pas suffisant à ce jour. Alors on peut aller sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors les facteurs de risque. Alors quelles sont les personnes à risque de glaucome ? Il y a des grandes études en fait qui ont évalué les facteurs de risque de glaucome, c'est-à-dire les conditions qui augmentent le risque d'avoir un glaucome. Alors globalement, il y en a 5 qui sont établis et retrouvés dans toutes les études. L'élévation de la pression dans l'œil, donc c'est le seul facteur de risque qu'on peut corriger, qu'on peut traiter. Oui. Les antécédents familiaux de glaucome, donc si chez les apparentés, parents, grands-parents, etc., il y a des cas de glaucome, le risque d'avoir un glaucome est plus élevé. L'âge. Donc on le reverra, la prévalence du glaucome augmente beaucoup avec l'âge. Et globalement, c'est au-delà de 50 ans que la prévalence augmente beaucoup. Et donc c'est à cet âge qu'on recommande le dépistage. L'origine, alors les patients qui sont originaires des Caraïbes ou qui sont originaires d'Afrique noire ou qui ont la peau foncée, en fait, ont un risque plus élevé de glaucome que les patients caucasiens, donc qui ont la peau blanche. Et alors également la myopie forte. Et on estime dans les études que quand on a une myopie forte, le risque de glaucome est augmenté d'un facteur 2 à 3. Donc la myopie est un facteur de risque de glaucome. Alors il y a d'autres facteurs de risque de glaucome que vous voyez en dessous, mais qui ne sont pas retrouvés dans toutes les études et donc qui restent discutés ou discutables. Donc globalement, il y a 5 facteurs de risque de glaucome et ce sont donc les personnes à risque de glaucome. Alors on peut aller sur la diapo suivante. Alors voilà, le dépistage du glaucome est indispensable. Ouais. Alors comme vous l'avez dit, le glaucome, c'est une maladie qui évolue lentement. Et en fait, l'atteinte, on le voit du champ visuel, est souvent périphérique au départ. Et comme elle est périphérique et très progressive, les patients ne se rendent pas compte qu'ils ont un glaucome. Et donc, le glaucome va évoluer sans douleur, sans rougeur de l'œil, sans modification de l'aspect de l'œil pendant des années. Ouais, et en fait, quand on s'en rend compte, le glaucome est très évolué, la prise en charge est difficile. Donc, c'est une maladie insidieuse, souvent sans symptômes, et qui doit être dépistée pour qu'on la diagnostique tôt et qu'on la traite à temps. Alors le dépistage, on peut aller sur la diapo suivante s'il vous plaît. Alors le dépistage, il y a 2 éléments essentiels. D'une part, on doit mesurer la pression intraoculaire, donc c'est relativement facile à faire. Ouais. Et on doit également examiner le nerf optique. La mesure de la pression intraoculaire n'est pas suffisante. On doit examiner le nerf optique au fond d'œil sur une photo ou par un scanner du nerf optique. Et comme on doit examiner le nerf optique, le dépistage doit être fait par un ophtalmologiste. Et c'est peut-être un petit peu la raison qui fait que le dépistage n'est pas schématique ou pas toujours fait. C'est qu'un opticien, pharmacien, médecin généraliste ou un non-ophtalmologiste ne peut pas dépister un glaucome. Donc, il faut voir un ophtalmo pour avoir un dépistage du glaucome. Alors, diapo suivante. Alors, les recommandations pour le dépistage. Donc, on a vu les facteurs de risque. Globalement, on peut recommander, pour donner un message pratique, de voir un ophtalmologiste au moins tous les 2 ans, après l'âge de 50 ans. Donc parce que le risque de glaucome est plus élevé à partir de 50 ans, et notamment s'il y a des glaucomes dans la famille, si on est myope fort et si on est originaire, donc on l'a dit, d'Afrique centrale, d'Afrique noire ou des Antilles. Examen tous les 2 ans, et on peut juste terminer en disant qu'à ce jour en France, il n'y a pas de programme de dépistage thématique,
et notamment, par exemple, s'il n'y a pas, comme le cancer du sein, de recommandations, il n'y a pas de l'assurance maladie, on ne voit pas les patients vers un ophtalmologiste, et ça pourrait peut-être être fait dans le futur, et ça pourrait diminuer le nombre de glaucomes non diagnostiqués. Donc voilà les recommandations de dépistage, et on peut aspirer à un dépistage plus systématique dans les années à venir. Merci en tout cas, professeur Abtel, pour cette présentation très claire. Vous restez avec nous parce qu'on va encore avoir quelques questions à vous poser, et d'où l'importance, on le comprend encore mieux grâce à ces slides, l'importance de cette semaine mondiale du glaucome. On salue maintenant Magali Gréa qui est en direct avec nous depuis 10 ans. L'UNADEV organise une campagne de dépistage des facteurs de risque du glaucome pour sensibiliser ce grand public. Il y a ce bus du glaucome d'ailleurs qui cette semaine s'est arrêté du côté de Marseille. C'est vraiment très important aujourd'hui d'aller à la rencontre du grand public, Magali. Effectivement, donc d'abord bienvenue à chacun de nos participants et un grand merci à nos invités pour ce webinaire. Je rappelle simplement que l'UNADEV œuvre depuis 90 ans maintenant aux côtés des personnes aveugles et malvoyantes avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de leur faciliter la vie au quotidien. Le second, c'est de sensibiliser le grand public, d'où cette action avec le bus du glaucome et d'œuvrer à une société plus inclusive. Et notre troisième objectif, c'est de lutter contre les maladies cécitantes. Alors, vous l'avez dit, Benjamin, notre bus du glaucome va bientôt fêter ses 10 ans. C'est une unité mobile qui sillonne la France et qui visite à peu près 70 villes sur une année. On a lancé cette campagne il y a une dizaine d'années maintenant pour proposer des actions de dépistage des facteurs de risque du glaucome. Et sur 10 ans, 37 000 patients environ ont été dépistés. Et plus de 2000 cas ont été suspectés comme des personnes qui auraient un début de glaucome. Donc effectivement, ces actions sont primordiales. En dehors de ces actions de dépistage proposées au grand public, on a aussi des actions de sensibilisation dans les entreprises un petit peu partout en France et notamment au travers de nos centres régionaux. On a 8 centres régionaux qui participent au local en fait à des actions comme ça de sensibilisation dans les entreprises. Mais l'UNADEV, c'est aussi le premier financeur associatif en matière de recherche médicale contre les maladies cécitantes. Et en fait, on a investi plus de 10 millions d'euros depuis 2006 dans cette recherche fondamentale. Et notre partenariat avec l'Aviezane nous permet de sélectionner des équipes internationales qui sont les équipes les plus performantes et les projets les plus adaptés pour comprendre en fait quelles sont les causes fondamentales de la déficience visuelle, mais aussi pour anticiper les traitements de demain et répondre au maximum à cette problématique du glaucome, mais aussi plus largement de combattre les maladies cécitantes. Merci Magali. En tout cas, on peut le dire, ce bus, vous l'avez dit, plus de 70 villes partout en France. La population est très demandeuse de ça. La réaction du public est souvent très positive. Effectivement, je pense que c'est aussi une façon pour nous de rappeler qu'un suivi ophtalmologiste est vraiment primordial, que ça doit être fait régulièrement. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui découvrent complètement cette maladie. Et pour celles qui sont suspectées, on espère pouvoir le détecter à temps, mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance autour du glaucome, donc ces actions de sensibilisation sont très importantes. Exactement. Merci beaucoup pour cette intervention. Et d'ailleurs, il est possible aujourd'hui de vérifier soi-même sa pression intraoculaire. C'est un facteur clé. Diagnostic et suivi des patients, c'est la deuxième partie de ce direct. Merci de nous rejoindre si vous êtes actuellement connecté avec nous pour cette émission spéciale à l'occasion de la Semaine mondiale du glaucome. Nous allons aller maintenant à la rencontre dans ce sujet, à la rencontre de François Couronne. Il est manager chez Abios Technologies France. On va découvrir ensemble, grâce à un procédé très simple que l'on peut faire chez soi, le système de l'automesure. Comme on le fait pour le cœur, les patients peuvent eux-mêmes mesurer la pression intraoculaire. Regardez. Logo de l'UNADEV. Bonjour à toutes et à tous, François Couronne, Abios Technologies. Je vais vous présenter extrêmement rapidement un tout nouveau dispositif qui permet de mesurer les pressions à domicile, les pressions intraoculaires. C'est un appareil qui est extrêmement simple d'utilisation et qui permet d'obtenir des courbes de pression pour voir si éventuellement pendant la nuit ou le matin au réveil, il y a des tensions beaucoup plus élevées que dans la journée, ce qui arrive dans certains cas et qui est souvent insoupçonné. Donc c'est un appareil qui est très simple d'utilisation.
L'appareil fait 6 mesures et vous permet d'obtenir les résultats directement sur l'appareil et vous permet aussi de l'avoir sur votre téléphone tout simplement avec des courbes de pression qui apparaissent et qui vont vous permettre de voir par exemple dans ce cas des pics à 33 la nuit ou le matin au réveil, alors que dans la journée on a des tensions qui sont relativement normales à 14 ou 15. Logo de l'UNADEV. Voilà, on le voit, hein, c'est très simple, c'est un procédé incroyable, une nouvelle technologie avec un petit appareil connecté avec son téléphone. On en parle avec vous, professeur Denis. Donc, comme je le disais, comme pour l'hypertension artérielle, l'automesure en France. Quel regard portez-vous sur cette technologie? Vous avez aussi des petits visuels. C'est possible, c'est une utopie, c'est une réalité? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous et à toutes, parce que nous sommes... C'est la semaine mondiale du glaucome, mais le 8 mars, c'est également la journée de la femme. Donc, c'est vrai. Double célébration. Alors, ce que je voudrais vous dire, oui, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo qui montre une mesure automatique de la pression intraculaire avec un système. Si on peut passer les diapositives, je vais vous montrer peut-être la diapositive avancée. Voilà. Peut-être dans 20 ans, on aura des systèmes encore plus sophistiqués qui vont fonctionner par télémétrie avec des implants que l'on mettra dans l'œil et qui comporteront des senseurs qui mesureront directement la pression et renseignera le médecin et le patient du niveau de pression. Et c'est très important parce que la pression intraculaire, et le professeur Raptel l'a bien rappelé, la pression intraculaire et l'augmentation de la pression intraculaire est le principal facteur de risque du glaucome. Et donc, actuellement, le glaucome, c'est une maladie du nerf optique, mais nous n'avons qu'un seul moyen pour empêcher la dégradation de ce nerf optique, c'est de réduire la pression intraculaire. Et d'une façon vraiment très importante, ce que nous avons appris, c'est que l'évaluation de l'évolution de la maladie est très différente d'un patient à l'autre. La plupart des glaucomes évoluent très lentement, et ceci est une bonne nouvelle, mais il y a des patients qui évoluent plus vite. Et c'est chez ces patients que nous aurons besoin d'avoir une pression plus basse. Diapositive. Vous voyez là un histogramme qui vous montre la pression moyenne des patients qui progressent par rapport aux patients qui ne progressent pas. Et les gens qui ont un glaucome qui évoluent plus vite et qui risquent d'évoluer vers la cécité ont des pressions intraculaires qui sont souvent plus élevées. Diapositive. Et on voit que dans toutes les études, quand vous abaissez la pression intraculaire à un certain niveau, et ce niveau peut être différent en fonction de la situation clinique, glaucome peu sévère ou glaucome très évolué, eh ben, vous pouvez stabiliser un grand nombre de patients, et c'est ce que les études nous ont apprises. Diapositive. Et j'en prends simplement une. La pression intraculaire moyenne, c'est de 15 mm de mercure, 16 mm de mercure. Et ben, dans cette étude, et c'est une étude qui est très connue par les ophtalmologistes, quand vous aviez une pression de 12 mm de mercure, et ben, on pouvait avoir des glaucomes qui progressaient, mais la plupart des glaucomes ne progressaient plus. Donc c'est un message d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut contrôler, grâce à la pression intraculaire, la plupart des glaucomes. Diapositive. Enfin, diapositive. Enfin, je dirais que le glaucome est une maladie des fibres nerveuses qui composent le nerf optique, et la plupart des gens considèrent actuellement que c'est une accélération pathologique d'un processus de dégénérescence des cellules, et nous savons très bien que durant cette heure de web, nous allons perdre tous quelques neurones, et les personnes âgées encore un petit peu plus. Diapositive pour finir. Et la grande force, la grande nouveauté dans le domaine du glaucome, c'est qu'on peut suivre d'une façon extrêmement précise à la fois le champ visuel et le nerf optique grâce à des logiciels très sophistiqués qui permettent de savoir chez un patient donné si le glaucome progresse ou ne progresse pas, grâce à des scanners du nerf optique et grâce à des champs visuels. Et ça, c'est la grande nouveauté de la prise en charge du glaucome qui devient, grâce à l'intelligence artificielle, une évaluation beaucoup plus mathématique, beaucoup plus objective que par le passé. Merci pour cette présentation, mais j'imagine, vous l'avez dit au début de votre interview et de cette présentation, en effet, ce petit sujet a attiré toute votre attention parce qu'on le voit en l'espace de quelques années, on a fait des progrès considérables, hein, on est bien d'accord, hein, sur ce genre de technologie. Ah bien sûr, parce que actuellement, quand le patient vient, on va contrôler sa pression intraculaire évidemment comme par le passé, mais on va surtout regarder son scanner du nerf optique pour voir si le nerf optique a bougé, regarder son champ visuel pour voir si les zones moins bien vues s'étendent ou pas, et on peut
à partir de 3-4 examens, dire aux patients, vous avez un glaucome qui progresse très peu et ceci est très rassurant. Cela veut dire que votre pression est tout à fait acceptable et que vous supportez une pression donnée. Et inversement, lorsque le patient a un glaucome qui progresse vite, et cela nous alerte évidemment, nous proposons d'autres thérapeutiques avec une escalade vers une association de médicaments ou du laser ou même de la chirurgie, et on va en parler tout à l'heure. Merci en tout cas de cette intervention, de la réaction aussi des internautes. La petite démonstration qu'on a vue en vidéo, ce monsieur s'appelle François Couronne et je le rappelle, il est manager chez Abios Technologies France. L'association France Glaucome, qui est une association de patients, a mis en place également à Bordeaux une première permanence. Ça se passe du côté du CHU de Bordeaux. L'objectif, c'est de rencontrer, d'accompagner les patients atteints de glaucome, mais aussi leurs familles. Depuis décembre dernier, les patients peuvent parler aux patients. Les patients parlent entre eux. On s'écoute, on témoigne et on va entendre justement le témoignage d'une bénévole, Anne-Marie Rolls. Écoutez-la. Logo de l'UNADEV. Qui êtes-vous ? Anne-Marie de Pessac, Association France Glaucome. Je fais partie de l'association France Glaucome depuis 2016 et j'ai un glaucome depuis 22 ans. Qu'est-ce que l'association France Glaucome ? Cette association regroupe les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc, les objectifs, c'est de se regrouper entre patients pour nous entraider, nous informer. C'est aussi d'inciter les paramédicaux et médicaux à développer le dépistage, puisque le glaucome est une maladie qui est très insidieuse, puisqu'elle n'a aucun signe. Qu'est-ce que le relais patient de l'AFG ? Le relais patient est un service mis en place par l'association France Glaucome. C'est une ligne téléphonique avec un numéro spécifique sur lequel les patients peuvent nous appeler, nous poser des questions d'ordre tout à fait personnel pour leur glaucome, puisque nous sommes tous atteints de glaucome et on peut échanger nos préoccupations au quotidien. Et parfois, ils posent des questions pour savoir vers quel spécialiste ils peuvent se diriger pour être suivis pour ce glaucome. Qu'est-ce que la permanence AFG au CHU de Bordeaux ? Alors, la permanence AFG au CHU de Bordeaux s'est mise en place avec l'association du CHU et de l'association France Glaucome. Cette permanence est dédiée à toutes les personnes qui sont atteintes de glaucome ou sensibilisées au glaucome et nous sommes là pour les informer. Nous avons fait la première permanence le 2 décembre. Nous sommes vraiment au début de ces permanences et jusqu'à présent, nous avons eu 26 personnes qui sont venues nous voir et nous aimerions ouvrir d'autres permanences dans tous les CHU de France. Ça, c'est un petit peu un projet, peut-être un rêve, je ne sais pas, mais nous manquons de bénévoles pour faire ces permanences. Nous sommes 1 million de personnes atteintes de glaucome, dont 1 sur 2 ne le savent pas. Si vous voulez plus d'informations, le site internet Association France Glaucome vous donnera tous les renseignements sur cette maladie et notre association. Logo de l'UNADEV. Merci pour ce témoignage très important, Association France Glaucome. Merci aussi, vous réagissez, vous êtes très nombreux à réagir. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, on va essayer peut-être tout à l'heure, mais grâce justement au témoignage des invités aujourd'hui de cette association ou encore de l'UNADEV, vous pouvez vous rapprocher de toutes les personnes qui pourront répondre à ces questions. Le professeur Denis vient d'en parler, l'intelligence artificielle, ça y est, on y est. Ce n'est pas qu'au cinéma, c'est la réalité, la e-santé, aller au plus près des patients. C'est la 3e partie de ce direct. Troisième partie de ce direct, et on l'a compris, la prévention, c'est la clé face au glaucome et notamment grâce à la société e-Ophthalmo que vous présidez, Sophie Chapuis. Vous êtes présidente directrice générale de e-Ophthalmo, première solution de télémédecine en ophtalmologie. Il est question de mobilité pour tous, mais aussi malheureusement parfois de déserts médicaux alors qu'il faut aller au plus près des patients pour mieux comprendre votre entreprise. Regardez ces images.
le cœur de métier de la société, ce sont vraiment les bilans de dépistage des principales pathologies oculaires avec 2 modalités de fonctionnement. La modalité, je dirais, classique, c'est-à-dire que l'orthoptiste accueille le patient sur un lieu qui va être son cabinet, un cabinet d'ophtalmo en dehors de la présence d'un ophtalmo, un centre médical ou autre, et une modalité un peu différente qu'on a initiée en 2019 avec l'orthoptiste qui se déplace vers le patient. Donc notamment, ça va être dans les EHPAD, mais également dans les entreprises. Lorsque les examens sont réalisés en mobilité, l'objectif c'est d'aller directement auprès du patient. Soit auprès du patient fragile qui ne peut pas se déplacer, je pense aux EHPAD, aux maisons de retraite, aux ESMS, donc les établissements spécialisés avec des patients handicapés, ou alors dans des sites d'accueil pour lesquels il y a un intérêt à réaliser directement les examens sur place. Ça peut être à la demande d'entreprises pour apporter un service aux salariés, ça peut être à la demande de mutuelles, d'assurances. Donc nous, ce qu'on va apporter pour ces deux modalités, c'est vraiment l'organisation du parcours de soins pour que ce soit simple, rapide et efficace pour le patient. Donc on va apporter une plateforme de télémédecine, donc c'est un outil sécurisé qui permet l'échange de données entre le professionnel de santé qui réalise l'examen, l'orthoptiste, l'ophtalmo qui fait le diagnostic à distance, pour envoyer automatiquement et de façon sécurisée les comptes rendus aux patients. Donc ça, c'est notre outil technique, c'est la plateforme de télémédecine. L'outil réglementaire, c'est toutes les obligations pour la télémédecine. Il y a un consentement patient, il y a une sécurité des données sur un hébergeur de données de santé, il y a des obligations pour l'orthoptiste qui fait les examens, pour l'ophtalmo, pour le site d'accueil qui va permettre la réalisation des examens. Donc nous, notre métier, c'est d'assurer un cadre conforme et réglementaire. Donc on assure la continuité du parcours de soins de l'organisation jusqu'à la réalisation en télémédecine, jusqu'au suivi post-dépistage. Ces examens de dépistage permettent de dépister les pathologies oculaires, permettent de renouveler les corrections optiques si nécessaire, et donc l'ophtalmo qui va interpréter à distance l'examen fait par l'orthoptiste va rendre un compte-rendu, va rendre une ordonnance et sera ensuite ophtalmo référent, c'est-à-dire qu'il pourra proposer au patient un rendez-vous dans les délais préconisés si un rendez-vous est nécessaire. Ce rendez-vous n'est jamais obligatoire chez l'ophtalmo référent, c'est une proposition. Le patient garde sa liberté de choix de praticien, mais on garantit comme ça la continuité de soins. S'il y a besoin d'un suivi post-dépistage, eh bien les ophtalmo référents sont là pour ça. Voilà pour ce sujet très clair. Merci pour toutes vos réactions. Évidemment, je le précise, cette émission pourra être réentendue, revue en replay après ce direct. Sophie Chapuis, vos actions, elles sont totalement en synergie, on est d'accord, avec celles de l'UNADEV en termes de prévention, de dépistage et les développements futurs. Il y en a plusieurs. Vous êtes en plein développement. Oui, déjà effectivement, merci à l'UNADEV d'organiser cette intervention. Je trouve que c'est vraiment très positif parce qu'en venant du domaine de la cancérologie, on avait effectivement beaucoup d'interactions entre des médecins, des associations, des sociétés. Et aujourd'hui, je trouve que l'UNADEV est vraiment le lien, on le voit bien, entre les laboratoires de recherche, les sociétés qui œuvrent dans le domaine de l'ophtalmo et les médecins. Tout ça effectivement pour améliorer la prise en charge des patients. Donc vraiment, je trouve ça très très positif. Alors effectivement, nous on a été créé d'ailleurs à l'initiative d'un ophtalmologiste et on a une forte gouvernance médicale puisqu'on a un conseil médical notamment qui est présidé par le professeur Florent Attel ici présent. L'idée de ce service, des prochains développements, c'est effectivement d'élargir le service en mobilité qui rend vraiment un service patient. Alors dans les déserts médicaux, mais vous l'avez compris effectivement auprès des patients qui ont de la difficulté à se déplacer. Donc on a démarré effectivement dans les EHPAD. On est en train d'élargir pour les personnes porteurs d'un handicap avec de plus en plus de prise en charge pour les différents types de handicap. On a des perspectives effectivement en fin d'année 2022 d'aller vers les enfants également puisqu'on a déjà plusieurs demandes au niveau des départements avec des problématiques sur les enfants. Donc ça c'est un autre développement qu'on est en train de mettre en place.
On le voit bien de toute façon, d'une manière générale, effectivement, de permettre à la fois de sensibiliser, je dirais, la population, et en parallèle du l'UNADEV, c'est un chantier qu'on va mettre en place, sensibiliser la population aux problématiques des malvoyants peut-être, et en tout cas de faire de la prévention également, puisqu'on voit bien d'ailleurs dans les interviews de démarrage que finalement les gens ont conscience de problèmes de vue, mais ils ne sont pas conscients forcément des problèmes de pathologie liées à l'œil. Donc encore une fois, pour faire le parallèle avec la cancéro, finalement en cancérologie aujourd'hui, tout le monde sait qu'il va falloir se faire dépister pour tel ou tel type de cancer. Oui. Il faut absolument qu'on accélère la prise de conscience des patients sur l'importance de cette prévention. Si on se centre un petit peu sur le glaucome. Oui, voilà, j'allais terminer effectivement sur le focus plus spécifique du glaucome. Donc un des principaux points, c'est que très rapidement, on est en train de mettre en place de la téléexpertise entre ophtalmologistes, c'est-à-dire jusqu'à présent, on fait de la prévention avec l'orthoptiste qui fait les dépistages et l'ophtalmologiste qui interprète. Et là, on va pouvoir assurer en fait une prévention, une téléexpertise faite par un ophtalmologiste spécialiste du glaucome qui va donc répondre à des demandes d'ophtalmologistes non spécialistes du glaucome. Alors c'est quelque chose qui est fait couramment entre pairs, forcément, mais on va permettre à tous les ophtalmologistes d'accéder à des spécialistes du glaucome un petit peu plus facilement. Voilà. Et puis le deuxième point, mais là c'est pour des problématiques actuelles de matériel que c'est pas possible, mais je pense que ça le deviendra, à la fois en lien avec effectivement l'intelligence artificielle et les développements de matériel, ça serait de pouvoir assurer du suivi du glaucome sous la gouvernance d'un ophtalmologiste, mais de manière de temps en temps ponctuelle par un orthoptiste qui serait à proximité du patient, ce qui éviterait certains déplacements du patient entre deux visites avec chez l'ophtalmologiste qui le suit pour son glaucome. On est bien d'accord, Sophie Chapuis, tout ce que vous nous racontez là, c'est tout ce qui vous anime pour iOphtalmo. On est au cœur de l'innovation, la santé publique, les deux réunis. C'est tout ce qui vous anime, vous, dans votre activité. Oui, alors en fait, c'est vraiment, enfin, iOphtalmo, c'est une société de télémédecine. L'innovation, c'est surtout le parcours de soins. Après, il y a rien d'innovant dans les dépistages et tout vient des médecins. Ouais. Mais l'innovation, c'est vraiment dans le parcours de soins, dans le fait de pouvoir mettre en route, en fait, autour du patient et à proximité du patient, tout un tas d'acteurs qui sont déjà en place et animer en fait certaines communautés avec des outils qui sont bien entendu sécurisés puisqu'on parle de données de patients. Évidemment, c'est très important de le préciser, vous avez raison. Vous l'avez dit, professeur Abtel, vous allez nous parler un petit peu, là on va rouvrir votre micro parce que vous êtes, comme vous l'avez dit, Sophie Chapuis, président du conseil médical de la société iOphtalmo. Quel regard apportez-vous justement sur cette place, la place de la télémédecine et de l'ophtalmologie et en particulier de l'intelligence artificielle autour du glaucome ? Oui, c'est un sujet très intéressant. Alors je pense que la télémédecine a beaucoup d'intérêt en ophtalmologie globalement et notamment dans le domaine du glaucome. Alors, on va remettre quelques diaporamas présentés pour illustrer mon propos. Alors, on va, pareil, revenir sur le début du diaporama. Alors, d'abord, je pense en fait qu'on a besoin de la télémédecine dans le domaine du glaucome. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de glaucomateux non diagnostiqués et même les patients qui ont un glaucome connu, souvent, ont du mal à trouver un ophtalmologiste pour le suivi de leur glaucome. Et donc finalement, nous ophtalmologistes, on a du mal à répondre à la demande des patients. Dans le futur, il y aura de plus en plus de glaucome, la prévalence du glaucome augmente avec l'âge, les populations vieillissent. Et je pense qu'on a besoin de modifier notre façon de travailler et de voir les patients pour répondre à la demande. Et à mon avis, la télémédecine est un bon moyen de voir plus de patients pour dépister ou pour suivre. Et donc je pense qu'on a besoin de la télémédecine, qu'elle a un grand intérêt. Alors sur la diapo suivante... Alors, une question qui est souvent posée, c'est de savoir si la télémédecine est performante. Et en fait, les patients disent, est-ce que si on me voit en télémédecine, l'examen est tout aussi valable que chez un ophtalmologiste? Ce qui est une très bonne question. On peut être positif et répondre oui. Il y a plein d'études qui ont évalué la télémédecine, la performance de la télémédecine pour dépister un glaucome ou pour suivre un glaucome chez quelqu'un qui a un glaucome connu. Et en fait, les examens en télémédecine sont tout aussi performants qu'un examen classique chez un ophtalmologiste. Alors, diapo suivante. Et on peut même aller au-delà. Il y a des études qui ont évalué l'intérêt médico-économique de la télémédecine. Et en fait, quand on voit un patient en télémédecine, il y a souvent moins de déplacement du patient, il y a moins de temps médical, il y a moins de perte de temps de travail pour le patient. Et en fait, le coût d'un examen en télémédecine est plus faible que le coût d'un examen de dépistage ou de suivi d'un glaucome en examen direct. Et voyez par exemple une étude canadienne
dépister un cas de glaucome en télémédecine, ça coûte 4 à 5 fois moins cher que dépister un cas de glaucome en examen direct. D'accord. Donc non seulement c'est performant, tout autant qu'un examen classique, mais en plus c'est moins coûteux, ce qui veut dire qu'à coût constant pour le système de santé, on peut avec la télémédecine dépister plus de glaucome ou suivre plus de glaucome. Alors diapo suivante, on avait un obstacle jusqu'à quelques années, c'était un petit peu le cadre réglementaire, en fait on ne pouvait pas le faire ou les actes ne pouvaient pas être valorisés. Alors maintenant, il n'y a plus d'obstacles. D'une part, techniquement, on a des plateformes comme par exemple iOphtalmo qui permettent de le faire. Les orthoptistes, qui sont les assistants des ophtalmologistes, peuvent faire des photographies de l'œil, peuvent les numériser, peuvent les télétransmettre. Et on peut, nous médecins, légalement, dépister un glaucome à distance, diagnostiquer un glaucome à distance, envoyer un compte-rendu au patient et même modifier éventuellement le traitement à distance. Donc vraiment, le cadre nous permet de le faire. Et juste diapo suivante. Voilà, vous aviez cité l'intelligence artificielle. Alors, je pense que là encore, c'est un bon complément de la télémédecine. Finalement, quand on fait des photographies de l'œil, quand on numérise les photographies, les images, quand on les met sur une plateforme, et ben, le prolongement un petit peu naturel de tout ça, c'est de s'aider d'algorithmes d'intelligence artificielle pour interpréter toutes les données. Alors là encore, il y a plein de travaux qui ont évalué la performance de l'intelligence artificielle, et pour dépister un glaucome ou pour diagnostiquer un glaucome, souvent les algorithmes sont tout aussi performants que des médecins spécialisés. Alors ça ne va pas remplacer les ophtalmologistes, mais finalement, quand on fera de la télémédecine, il y aura peut-être une première interprétation ou une première lecture des images ou des données, et ça renforcera la qualité de l'interprétation qui sera faite par l'ophtalmologiste. Donc ça sera un peu un auxiliaire, on va dire, à la télémédecine dans le domaine du glaucome ou dans le domaine de l'ophtalmologie globalement. Donc voilà, je pense que ça a beaucoup d'intérêt, et je pense qu'effectivement, pour répondre aux demandes de dépistage et de diagnostic, la télémédecine est un outil tout à fait utile, et je pense que ça se développera dans les années à venir. Merci M. Abtel pour cette présentation très claire, tout à fait utile, efficace, moins cher, avec des précisions passionnantes que vous venez de nous dévoiler. Je précise, vous êtes nombreux à réagir, que cette émission sera en replay et que vous aurez aussi toutes les biographies, tous les contacts des spécialistes qui sont là, si vous avez besoin, après bien sûr, de leur parler de vos problèmes et de vos cas personnels. Nouvelle partie dans cette émission, on va parler des nouveaux traitements, des innovations thérapeutiques, c'est maintenant. Et nous allons aller à la rencontre de Claire Roussel, directrice médicale. Elle dirige le laboratoire AbbVie, entreprise qui est soucieuse de sensibiliser, on est encore dans ce sujet, sensibiliser le public, mais aussi les professionnels de santé, grâce donc à ce bus du glaucome qui, vous le savez, vous l'avez compris, se promène un peu partout en France. À l'occasion de cette semaine spéciale, ce bus est arrêté à Marseille. On va en savoir un peu plus, regardez. Logo de l'UNADEV. Intervention de Claire Roussel, directrice médicale Allergan AbbVie. Allergan est une société du groupe AbbVie qui, depuis plus de 70 ans, investit dans la recherche et la mise à disposition de traitements en ophtalmologie. Allergan est particulièrement investi dans le développement de traitements qui concernent les glaucomes, la sécheresse oculaire ou les œdèmes maculaires diabétiques. Notre mission est clairement de préserver la vue, donc un sens extrêmement important pour des millions de personnes à travers le monde. À l'occasion de la Semaine mondiale du glaucome, nous lançons une grande campagne en association avec l'UNADEF sur le thème glaucome et si on en parlait. Au cours d'une campagne radio tout au long de la Semaine mondiale du glaucome, vous pourrez découvrir des interviews d'experts comme les professeurs Philippe Denis et le professeur Florent Abtel, des interviews de patients qui sont touchés par cette pathologie, et puis une présentation par l'association UNADEF du bus du glaucome. En France, on estime qu'environ 1 million de personnes sont touchées par la pathologie du glaucome et qu'environ la moitié d'entre elles l'ignorent. C'est une pathologie qui en effet est encore assez méconnue. Allergan est très fier de participer à cette campagne de sensibilisation aux côtés des associations et aux côtés des médecins. Logo de l'UNADEV.
Voilà, on le voit, on le comprend. Encore et toujours, il est question donc là de prévention face à cette maladie. On va en parler avec vous, Philippe Denis. Cette fameuse phrase que l'on entend dans les dessins animés et que l'on dit tout le temps. Alors, quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? On peut le dire aujourd'hui. Il y a des nouveaux traitements. Il y a une véritable innovation thérapeutique. On est bien d'accord. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de nouveautés, d'innovations dans le traitement du glaucome. Nous avons bien sûr de nombreux moyens pour abaisser la pression intraoculaire. L'augmentation de la pression intraoculaire est le principal facteur de risque du glaucome et c'est le seul moyen en pratique que nous avons pour limiter l'évolution et la progression du glaucome. Alors il y a différentes cibles thérapeutiques. La grande nouveauté dans le domaine de la pharmacologie, c'est la cible du trabéculum. Alors, le trabéculum, c'est une petite zone dans l'œil qui permet l'évacuation du liquide qu'il y a dans l'œil, l'humeur aqueuse. Et on sait que la plupart des hypertoniculaires associés à un glaucome sont liés à un encrassement du trabéculum. Le trabéculum est déjà accessible avec la chirurgie ou le laser, et avec les collyres, c'est nouveau. Et les familles qui vont arriver sur le marché sont les inhibiteurs des rokinases inhibiteurs, et qui sont donc très, très efficaces sur la pression et qui pourront être utilisés en monothérapie ou en association. L'autre axe de développement dans le domaine du traitement, c'est les nouvelles formulations galéniques. On sait très bien que les patients n'aiment pas mettre des gouttes, les oublient, ont des difficultés physiques à le mettre, et donc il y a plein de systèmes qui arrivent sur le marché également, qui permettront de délivrer les traitements facilement pour une durée de plusieurs mois. Alors il y a différents types de systèmes, des anneaux, des petits inserts que l'on met autour de l'œil pour que le produit qui est contenu dans ces anneaux ou dans ces inserts se libère progressivement. Voici un exemple d'un insert qui contient une prostaglandine qui a un effet sur la pression intraoculaire et que l'on va mettre dans les voies lacrymales. Vous voyez, c'est tout petit, c'est moins d'un demi centimètre, et que l'on met dans les petits canaux au niveau des paupières. Chose encore plus intéressante, peut-être, ce sont les anneaux que l'on va immerger dans une solution qui contient un principe actif, un médicament, et que l'on va mettre tout autour de l'œil. Cela peut paraître un petit peu barbare, mais c'est finalement assez simple et les gens tolèrent très très bien ce type d'anneau. Et ça permet de traiter un patient en une seule fois pour une durée de 3 à 4 mois. Donc bien sûr, ça permet aux patients de se passer de l'instillation des gouttes. Enfin, et encore plus moderne peut-être, c'est l'injection directement intraoculaire de médicaments. Et là, vous voyez, c'est un petit insert que l'on met à l'intérieur de l'œil qui va délivrer pendant 4 à 6 mois le traitement. Et bien sûr, pendant cette période, le patient sera protégé de toute hypertoniculaire. Et voici une photographie avec ce système de délivrance, ce petit stylet que l'on va utiliser pour injecter dans l'œil. Et ensuite, dans l'œil, le petit insert contenant la molécule se désagrège progressivement avec le temps. Et en plus, on a des moyens médicaux qui s'associent à des systèmes chirurgicaux, parce qu'on peut mettre des petits trains qui vont percer le trabéculum et qui contiennent en plus des médicaments. Donc on voit bien que, à la fois dans le domaine du médicament et dans le domaine de la chirurgie, il y a beaucoup de progrès. Et nous verrons probablement dans les années futures, c'est-à-dire dans les deux prochaines années, les inhibiteurs des rokinases, qui seront une nouvelle famille de médicaments qui agissent directement sur le trabéculum, donc qui vont agir directement à la source de l'hypertoniculaire, et également pour faciliter la vie du patient, le confort du patient, de nouvelles formulations que l'on met soit à l'extérieur de l'œil, soit directement dans l'œil. Ce qu'il faut dire encore, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de traitement qui permette actuellement de régénérer le nerf optique et même de le protéger directement. Le meilleur neuroprotecteur, c'est d'abaisser la pression intraoculaire.
je ne doute pas que dans quelques années, nous aurons sûrement des médicaments, des molécules candidates qui permettront d'avoir un effet direct sur le nerf optique et donc pour empêcher l'évolution du glaucome. Je vous remercie. Merci Philippe Denis. En tout cas, beaucoup d'espoir et des nouvelles technologies, des innovations thérapeutiques qui vont aussi soulager les patients dans la lourdeur aussi quotidienne de certains traitements. Dernière partie de cette émission, la Haute Autorité de Santé a fait appel aux professionnels de la santé visuelle, mais aussi aux associations pour élaborer des recommandations de bonne conduite. Ce sera la dernière partie de ce direct. Et vous êtes avec nous, docteur Amina Rescala. Merci d'être avec nous en direct pour cette émission spéciale consacrée à la Semaine mondiale du glaucome. Vous vous êtes chargé de ce projet de recommandation avec d'autres consoeurs, confrères. Vous avez participé à la relecture de ces recommandations. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Qu'est-ce que vous retenez de ces recommandations? Quelles sont-elles? Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier sincèrement l'UNADEV pour leur invitation. Et en effet, j'ai été chargée de projet pour la rédaction des recommandations de bonnes pratiques qui sont basées sur les données actuelles de la science. Alors je tenais aussi à remercier sincèrement tout le groupe de lecture et les sociétés savantes, ainsi que l'UNADEV pour leur aide considérable, parce qu'en fait, rien n'aurait pu être rédigé sans leur aide et sans leur précieuse participation. Concrètement, l'objectif de ces recommandations, c'était d'harmoniser les pratiques cliniques. Il y a eu une saisine qui avait été faite par la Direction générale de la santé d'un côté et aussi par la Société française du glaucome, par l'Association France Glaucome, par l'UNADEV sans oublier la SFO, pour la rédaction de ces recommandations. Elles viennent tout juste d'être disponibles, mises en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé. Elles sont en libre accès et j'invite tout le monde à en prendre connaissance. C'est spécialement pour la Semaine mondiale du glaucome. Oui. Et parvenir sur le contexte qui a été parfaitement décrit par le professeur Abtel sur le nombre de patients qui sont atteints de glaucome actuellement et surtout sur le nombre de patients qui ne sont pas diagnostiqués, avec près d'un tiers de personnes qui s'ignorent en fait, du fait du caractère asymptomatique de la neuropathie. Et il faut savoir que depuis les recommandations en santé publique de la Haute Autorité de Santé en 2006, il y avait une problématique, il y a des innovations qui sont intervenues, aussi bien dans le domaine diagnostique, comme l'a décrit aussi le professeur Denis, avec la place de l'OCT, la tomographie par cohérence optique, en lien avec le champ visuel, et notamment avec la place aussi de l'intelligence artificielle, mais également en termes de prise en charge thérapeutique, et là aussi ça a été parfaitement bien traité par le professeur Denis, sur la place des collyres sans conservateur, la place de la trabéculoplastie au laser sélectif qui passe en première intention, et sur l'avènement en fait, des nouvelles techniques, des nouvelles technologies de chirurgie micro-invasive qui vont aussi avoir une place. Et en fait, l'enjeu de ces recommandations, c'est aussi bien au niveau unitaire pour le patient, dans le cadre du dépistage, de l'accès aux soins, de l'harmonisation de la pratique et de la prévention du handicap et de l'autonomie, qu'un enjeu de santé publique. On sait qu'il y a un vieillissement de la population, donc l'incidence et la prévalence du glaucome vont augmenter. Il y a le glaucome, ça entraîne une augmentation du risque de chute, de dépression, d'accident de voiture, d'hospitalisation. Et tout ça, c'est un coût et un impact social qui va être majeur. Donc ces recommandations, elles ont été rédigées. Et il faut savoir qu'on a les recommandations qui vont être rédigées, mais ça va aussi permettre, on espère, la sortie de nouveaux actes, notamment pour la prise en charge de la chirurgie, des chirurgies micro-invasives. Il faut savoir aussi que, comme vous l'avez vu, les choses avancent très très vite en ophtalmologie, et notamment dans le domaine du glaucome, aussi bien sur le versant diagnostique que sur le versant thérapeutique. Donc je pense que sitôt paru, qu'elles vont nécessiter dans un avenir proche probablement une mise à jour pour... une fois que les choses se seront un peu plus instaurées, notamment dans la place de l'intelligence artificielle dans la prise en charge, dans la place de la télémédecine dans le diagnostic et le dépistage du glaucome primitif à angle ouvert et de l'hypertonie oculaire, mais également en incluant les nouveaux traitements qui sont en cours d'étude et qui semblent vraiment très prometteurs. Ces recommandations, elles sont adressées aussi bien aux patients qu'aux professionnels de santé, les ophtalmologistes, les orthoptistes, les médecins généralistes. Et en fait, il y a plusieurs questions qui ont été traitées. Les questions de la prévention de l'hypertonie oculaire et du glaucome primitif à angle ouvert, mais également la démarche diagnostique dans l'hypertonie oculaire et dans le glaucome primitif à angle ouvert, les professionnels impliqués dans le diagnostic du glaucome,
Et puis ensuite, évidemment, les traitements de l'hypertonie oculaire, les traitements du glaucome primitif angle ouvert et le suivi de l'hypertonie oculaire et du glaucome primitif angle ouvert. Donc voilà, c'était la phase de lecture a été, il y a une première phase de rédaction et ensuite la phase de lecture par le groupe de lecture a été considérable, aussi bien par les ophtalmologistes, les orthoptistes, par l'UNADEV également. Les parties prenantes, la Société française de glaucome, le CNOE et l'AFG ont joué aussi un rôle qui était considérable pour la relecture de ces recommandations. Et elles sont parues sur le site de la HAS. On pourra également mettre le lien juste à côté. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. Merci, docteur Escala. En effet, l'importance aussi de toucher tous les professionnels de la santé visuelle dans tous les domaines, ophtalmo, orthoptistes, mais aussi généralistes. Merci vraiment pour la qualité de vos témoignages, toutes et tous, pour ce direct important en cette semaine mondiale du glaucome. Je précise donc que vous pourrez avoir accès, grâce au site de l'UNADEV, aux coordonnées de toutes les personnes qui ont pu parler ce soir dans ce direct, revoir le replay, le faire passer aussi à toutes celles et ceux qui veulent réentendre toutes ces recommandations, tous ces conseils précieux. Merci aux équipes techniques pour ce direct. Merci à Leïla et Pauline aussi à l'UNADEV qui m'ont aidé à préparer ce direct. Bonne semaine mondiale du glaucome. Et si vous êtes du côté de Marseille, n'hésitez pas à aller rencontrer les membres de l'UNADEV et le bus du glaucome. Merci à tous d'avoir participé à ce direct. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Thank you.